L'objectif, c'est de développer une culture d'entreprise. C'est ça que je retiens des Américains. D'accord. Je suis à DreamWorks, je suis à Pixar, je suis à Illumination aujourd'hui en France. Voilà, c'est magnifique. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on a une fierté, quoi. Une fierté, c'est la culture d'entreprise, c'est ce souci d'appartenance. Et en France, on a la chance d'avoir tous les niveaux, en fait. Quand je dis tous les niveaux, c'est qu'on est capable de répondre à toutes les exigences. Donc, France TV Studio m'a convaincu, en fait, du coup, de rejoindre le groupe. Ça m'a permis d'asseoir la vision de Dwarf, de vraiment établir Dwarf en tant que hub créatif. J'ai un copain qui me dit il y a des trucs qui se passent à Weta, il y a des places à prendre là, et vas-y, donc je postule. C'est la chance d'une vie. Ouais. Vraiment, c'est l'opportunité d'une vie. Weta avait atteint le seuil de la sécurité nationale en termes d'infrastructure. Ah, c'est marrant ça. On ne pouvait pas rentrer dans le data center sans avoir des casques et tout, parce que c'était n'importe quoi. Oh la vache. Ouais, cerise sur le gâteau, James Cameron, Avatar. J'étais voisin avec Guillermo del Toro qui devait faire le Hobbit. On est pieds nus au boulot. Ah ouais. Moi, j'ai des claquettes toute la vie. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Pinol. Olivier est fondateur de Dwarf Animation Studio, un studio basé à Montpellier. Le parcours d'Olivier est tout à fait remarquable. Après avoir parcouru le monde depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Californie en travaillant pour des studios iconiques comme Weta, DreamWorks, Olivier a décidé de lancer son propre studio d'animation avec une ambition très forte dans la qualité d'animation et la qualité visuelle. Sa résilience lui a permis de décrocher de super contrats de production pour le compte de séries comme Mon Chichi, Trash Truck, et de participer à la fabrication de films aussi brillants que Monster & Company, Miraculous Ladybug et Le Chat Noir. Dans cette conversation, Olivier nous parle de son parcours et nous explique finalement ce que revêt de lancer un studio d'animation 100% français et de tenir sur un marché international. Une conversation qui vous passionnera, je l'espère. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment et très bonne écoute à vous. Olivier, bienvenue sur The Anima Show. Merci beaucoup. Est-ce que Montpellier, c'est pour faire bouger les lignes de l'anime française ou c'est parce qu'il y a du soleil là-bas ? Un peu des deux. À la base, je suis né à Montpellier, donc... ah d'accord, Montpellierin de... Montpellierin. Après, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu l'opportunité de travailler sur Paris, Londres, puis aussi un peu plus loin. Aux États-Unis ? Aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Voilà. Et en Nouvelle-Zélande aussi. Et en Nouvelle-Zélande. Ouais. Le retour à Montpellier après Avatar pour faire un break. Et puis finalement, la petite idée de me dire je vais peut-être faire quelque chose d'autre et de créer mon propre studio. C'était une idée que tu avais depuis très longtemps de vouloir monter ton studio ? Alors, depuis toujours l'âme d'entrepreneur. Ça, s'invente pas. Et donc oui, depuis toujours, il y a toujours eu ce petit quelque chose, dire ok, j'engrange de l'expérience, j'apprends des grands et je vois ce que je peux faire. Donc, et puis voilà, c'est parti comme ça. Oui, parce qu'effectivement, tu as appris des grands, tu as été dans les productions de Avatar en Nouvelle-Zélande auprès de Weta. Oui. Tu as été aussi dans le lancement de DreamWorks à l'époque. Ouais, sur Shrek. Shrek, c'est ça. Shrek. Et plus précisément, j'étais à PDI, pour les connaisseurs. D'accord. Donc voilà, Pacific Data Image. C'était la société qui a été rachetée par DreamWorks pour les premiers films d'animation 3D. C'est ça. Et ton premier métier, c'était le lighting. C'est ça. Ouais, donc tu es vraiment rentré par la case comment on embellit l'image, comment on fait en sorte que dans cette 3D d'animation... C'est ça. On ait une immersion dans l'image, quoi. C'est ça. C'est le département aussi qui donne l'opportunité de comprendre beaucoup de choses sur les process. C'est-à-dire qu'on est en lien avec la technologie, on est en lien avec les animateurs. Ouais. On reçoit toutes les datas pour en sortir l'image finale. On doit éclairer. Tout le monde nous regarde parce que si on éclaire mal, on abîme la modélisation. On peut abîmer l'animation. Donc voilà, il y a tout ce travail-là où on sent qu'on contribue vachement au storytelling et qu'on voit tout le travail de tout le monde et qu'on est un peu le garant de la bonne fin de tout ce qui peut se passer. Donc moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était le lien avec la R&D et de comprendre tout ça. Donc les États-Unis, PDI, DreamWorks m'a vachement apporté là-dessus. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu tout ça, un truc que je raconte. Tu te souviens en particulier d'un souvenir où tu t'es dit oh putain, ça c'est totalement nouveau, il faut qu'on l'intègre ou c'était vraiment à la frange de l'innovation? La manière de faire les Américains, la méthode, les process, les moyens qu'ils mettent pour répondre à leurs ambitions, le fait qu'ils investissent énormément d'argent dans la R&D, énormément d'argent dans la formation continue, le développement des collaborateurs. Petit exemple, moi quand je suis arrivé, pendant 3 mois j'ai été formé, payé 100% et productivité 0. J'étais juste en formation. D'accord. Pendant 3 mois? Pendant 3 mois. Intense quoi. Ouais. Et l'idée c'était vraiment de monter en compétence pour que quand tu rentres sur la prod... T'es en prod, t'es production ready. Ok.
Et ils te mettent aussi un mentor. Donc là, tu as quelqu'un qui t'accompagne. Au sein de la structure. Au sein de la structure. Quel même métier. C'est un mentor de vie, c'est-à-dire qu'il va t'expliquer la Californie, la Silicon Valley en l'occurrence, là où j'étais. Il te fait faire un petit tour, il t'explique voilà, la culture, comment on vit ici, les écoles, là où tu vas faire tes courses, les tips. La culturation, en fait. Voilà. C'est marrant, ça. Donc c'est vraiment un accompagnement, intégration. Ils sont forts pour ça. Et puis DreamWorks avait mis le paquet au début. Oui, c'est ça. Mais voilà, mais c'est une culture. Je pense que c'est une manière de voir les choses, d'investir et de donner du temps aux gens pour être au top, quoi. Qu'est-ce que tu récupères de cette expérience aux États-Unis Typiquement, ce que je viens d'expliquer là par rapport aux piliers fondateurs que moi j'ai voulu mettre en place à Dwarf, ce sont les deux piliers qui représentent la fondation de Dwarf, c'est la R&D avec l'investissement qui va avec et la formation et le développement continu. La fierté que j'ai aujourd'hui, c'est que 15 ans après la création de Dwarf, j'ai encore des collaborateurs day one. Ah ouais, qui sont toujours là. Qui sont toujours là. Fidèles à Dwarf. 15 ans après. Studio Animation. Ouais. Ok. C'est incroyable ça. Et puis tous les gens qui sont restés, qui sont venus après. Mais l'objectif, c'est de développer une culture d'entreprise. C'est ça que je retiens des Américains. D'accord. Les grands studios. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un studio est... dans ma vision des choses. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit le truc d'appartenance. C'est-à-dire je suis à DreamWorks, je suis à Pixar, je suis à Illumination aujourd'hui en France. Voilà, c'est magnifique. C'est ça. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on a... Une fierté, une quoi. fierté, c'est la culture d'entreprise, c'est ce souci d'appartenance. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça que j'ai retenu de ces expériences-là. Et ça passe par le bien-être au travail, l'investissement, donner des outils pour être production ready, voilà, et développer cette singularité aussi. Parce que la techno te permet aussi de développer une singularité propre à une vision qui répond vraiment à la vision créative d'un créatif, d'un réal ou d'un producteur. Voilà, c'est tout ça. Ce qui est marrant, c'est que tu es allé au bout de ta démarche d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu es allé récupérer tout ce que tu aimais là-bas. Et pour le coup, moi, j'ai vécu au San Francisco, j'ai vécu en Australie, mais j'ai été en Nouvelle-Zélande plusieurs fois. Donc je sens très bien cette ambiance anglo-saxonne et un peu on prend des risques, mais on met le paquet à chaque fois qu'on fait quelque chose. Ils font les choses à 400%. Pas qu'en France, on met pas le paquet, mais c'est juste que c'est tellement engageant et engagé que c'est très impressionnant. Et tu as ramené tout ça pour l'injecter dans l'ADN de ta société, dans le sud de la France, qui ressemble un peu à la Californie. Exactement, exactement. Donc au début, tu me posais la question, pourquoi Montpellier ? C'est tout ça. Et Montpellier, au-delà des 300 jours de soleil par an, je fais la pub. Non mais je suis au courant. Ouais. Voilà, c'est cet esprit Californie, vraiment, qu'on ressent à Montpellier. Et j'en ai pour preuve qu'on a eu la chance d'avoir des partenariats avec des gens comme Glenn King qui arrivent de Los Angeles. On a fait Trash Truck, ils sont venus, ils ont passé du temps avec nous. Et lui me le dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose de Californie. Ah, c'est marrant, lui-même te faisait le retour, quoi. Oui. Et voilà, c'est une ville multiculturelle, il y a un tas de choses qui se passent. Et, il y a plein d'étudiants de vers ce pays, ça crée des liens sur les générations. Et aujourd'hui, très fier de pouvoir compter des copains des autres studios qui viennent s'installer à Montpellier. Donc je me dis, il y a 15 ans, j'ai quand même fait un choix stratégique intéressant. Ouais, ça commence à être un pôle intéressant pour l'animation. Il y a un vrai écosystème qui est en train de se développer. Au-delà des écoles aussi, on a la chance d'avoir des belles écoles autour, ou des sociétés de jeux vidéo qui ont fait des petits, comme Ubisoft, qui est là depuis 30 ans, je crois. Ouais. Et donc, il y a plein d'ex-Ubi qui viennent dans l'animation et qui passent chez nous. Qui développent leur start-up. Il y a un écosystème ultra riche. Trop marrant. Ultra riche. Bon, après, la convergence des industries fait qu'aujourd'hui, on discute beaucoup avec les gens du jeu vidéo. Oui, voilà. Donc, du coup, c'est génial. Ok. Et cet esprit, on le voit aussi dans les choix que vous faites, en tout cas, le travail que vous menez, puisqu'il y a toujours un travail très impressionnant dans l'image, quoi. Ça vient de ton parcours à toi. Alors oui. C'est quand même un choix volontaire et surtout il faut l'assumer, quoi, parce que c'est pas toujours simple de trouver les bonnes commandes, etc. qui vont avec. Tout à fait. Je me rappelle mes premiers investisseurs, actionnaires avec qui on a passé 7 ans ensemble. À un moment donné, ils me disaient, mais Olivier, ça coûte un pognon pas possible. Et je leur ai dit, mais messieurs, je vous ai pas menti. Enfin, je veux dire, on vise la qualité. Et la qualité, ça passe par de l'investissement. Mais l'investissement, ça passe dans la technologie, dans le développement continu, les collaborateurs. Il faut que les gens puissent grandir de tout ça et qu'on puisse investir sur les outils, sur le bien-être au travail. Tout ça passe par tout ça. Oui, tu plantais les graines pour que ça pousse, mais ça pousse pas d'un coup, quoi. Voilà, donc il faut laisser le temps au temps. Ouais. Et voilà. Bon, les investisseurs, à un moment donné, ils ont dit stop. Et j'ai eu la chance de pouvoir en trouver d'autres.
et de continuer l'aventure et de pérenniser l'activité et d'aller encore plus haut. Ok. Voilà. Et tu te souviens de ton premier contrat, comment tu l'as décroché et tout? Parce que bon, à un moment, tu t'es lancé, mais il fallait quand même trouver un contrat de prestation au moins. Le truc fou, c'est que quand j'ai mis en place tout ça, j'ai eu les premières personnes qui m'ont rejoint très tôt dans l'aventure. Et on s'est dit, moi je leur ai demandé, vous êtes sûr? Parce que là, on y va. J'ai pas de projet. Enfin, je veux dire, on investit et on pose les bases pour aller après démarcher. C'est-à-dire qu'on a essayé, avec les moyens qu'on avait, de faire passer de l'émotion à des prospects. Donc, c'est passé par une mise en place de démos, aller chercher des choses intéressantes. On a fait des premiers partenariats avec des boîtes technologiques comme à l'époque The Bakery, qui étaient des copains, des anciens de DreamWorks. Quand j'ai testé leur techno, je me suis dit, voilà, c'est la techno qu'il me faut parce que j'étais comme à la maison avec Happy DI. Avec la stack qu'il fallait. Avec les outils de ouf. D'accord. Et pas grand monde comprenait parce que, en fait, c'était des technos qui avaient été développés par Bakery, à la base pour Bakery. Et puis, la société a périclité. Et moi, je suis arrivé à un point où j'avais les moyens, des ambitions avec mes actionnaires et on a acheté la tech. D'accord, vous avez carrément acheté la tech, quoi. On a acheté la tech et on l'a rebaptisé Lumière. Donc ça équivaut à un pipeline général avec une tech derrière C'est ça, on a un backbone ultra robuste, on a investi là-dedans, la techno, des images, on faisait, je me rappelle, notre première ANSI, on avait des lunettes 3D, Nvidia, on faisait les premières démos. Et donc le premier contrat, pour revenir à la question, c'est une pub pour Cartier. Ah oui, tu avais commencé par la pub. La pub pour Cartier, voilà. Et ça a été une expérience de ouf. On avait tout sous-estimé, on a perdu de l'argent. Mais au moins, vous avez rendu l'image qui est très belle en plus. Mais voilà, on a réussi à obtenir quelque chose. Et donc, du coup, ça a été un premier tremplin. Ouais. Et puis, la pub, ça a continué pendant un petit peu, enfin, peut-être un an de pub, mais très vite, j'avais envie d'amener un peu de visibilité au studio, c'est-à-dire aussi aux collaborateurs. Le challenge, c'était quoi? C'était de pouvoir offrir du long terme sur les contrats. Et donc, je me suis dit, bon, le film, c'est trop tôt, on pourra pas y aller. Par contre, la série. Mais avec l'ambition d'amener les algorithmes du grand écran au petit écran. D'accord. Voilà, donc ça a été clé. Et donc, du coup, notre première série, ça a été un partenariat avec 1000 Images qui nous ont fait confiance. Et je les en remercie encore aujourd'hui parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à mettre un pied dans le business de la série animée. Ouais. Et on a fait à l'époque Pirata et Capitano. Ah oui, tout à fait, Pirata et Capitano. Voilà, donc ça a été Monchichi. Et Monchichi avec Technico Animation Production. Ouais. Voilà, super aventure. Je me rappelle, première saison un peu compliquée. Deuxième saison, pilote auto. Parce on s'est vu au début et on s'est revu à la fin avec Sandrine et Boris. On s'est dit, voilà, super, c'est fini. Ça roule ou quoi? Ça roule. Voilà. Et après, il y a eu d'autres œuvres sur lesquelles vous avez bossé. Oui. Notamment, plus récemment, Miraculous Ladybug. Alors oui. Mais avant Miraculous, c'est en 2015 où j'ai une rencontre avec Glenn Keane. Pour Trash Truck. Pour Trash Truck, okay. Voilà. Donc on ne parlait pas encore de Trash Truck quand on s'est rencontrés, mais on savait que les atomes crochus sont bien mis en place. Et on s'est retrouvés 2 ans après. Donc c'est en 2017 à Annecy qu'on se voit avec Glenn et là qui me propose de réfléchir à un projet pour Trash Truck, donc un projet familial, avec Glenn Keane Production, avec Max, son fils. Et c'est comme ça que l'aventure américaine a démarré. D'accord. Ouais. Et donc toi, tu faisais des allers-retours un petit peu J'ai fait beaucoup d'allers-retours, mais après on était basé en France. Oui, voilà, le studio, tout s'est fait à Montpellier. D'accord. Mais ça nous a ouvert beaucoup de portes. Bah oui, c'est le premier contrat américain. Premier contrat américain avec la légende de l'animation, Glenn. Ça nous a ouvert les portes de Disney, Netflix, parce qu'on travaillait avec Netflix. Et du coup, Monster at Work. Monster at Work, trop bien. Voilà, My Dad's a Bounty Hunter avec Netflix et Everett Downing et Patrick Harpin. De là est arrivé Miraculous, le film. Ouais. Et de Miraculous, le film, a découlé la relation pour les séries. Avec Miraculous Corp. Avec Miraculous Corp. D'accord. Du coup, les saisons 6 et 7, voilà. C'est vous qui êtes en charge de la fabrication. Alors, on fait l'anime, là. On fait l'anime, d'accord. Ok. Magnifique. C'est bien pour Dwarf. C'est génial. Et pourquoi Dwarf, d'ailleurs? Tiens, c'est marrant. Ah, c'est une bonne question. Déjà, je voulais le nom qui court avec de l'impact et qui a... Et le sens de ce que représente le dwarf dans le milieu dans l'heroic fantasy. Donc c'est quoi le dwarf? En fait, c'est le forgeron, donc c'est l'artisan. Ouais. C'est le personnage qui a le savoir-faire, qui a les richesses,
Mais c'est le travailleur de l'ombre. Ouais, c'est l'artisan de l'ombre, qui fait des trucs parfaits. Et c'est lui qui forge les meilleures armes de la Terre du Milieu. Ouais, c'est ça. Et pas que d'ailleurs, même Thor dans l'esprit de Marvel et tout. Ouais. C'est ça. Donc tout ce que représente le dwarf en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est toutes ces valeurs là. Ça vous représente bien quoi. C'est la métaphore de ce qu'on est en fait. D'accord. Voilà. Je vais juste revenir un petit peu avant ton lancement de boîte, etc. Mais l'expérience auprès de la production d'Avatar, c'était comment l'ambiance là-bas? Parce que Avatar, c'est quand même un des films les plus successful au monde, quoi. On a James Cameron derrière, qui est un grand réalisateur, et puis c'est un univers qui a touché plein de gens. C'est la chance d'une vie. Ouais. Vraiment, c'est l'opportunité d'une vie. Je le comparais à un Star Wars. Oui, clairement. Voilà. Je me rappelle les copains qui me disent je suis parti parce que voilà il y avait ce projet et je l'ai fait parce que voilà j'ai mon nom sur Menace Fantôme. Voilà. Moi quelque part j'ai eu la chance, j'étais à DreamWorks. Et j'ai eu l'opportunité j'ai un copain qui me dit il y a des trucs qui se passent à Weta. Je ne peux pas trop t'en dire, mais là je reviens. C'est un gros projet. Voilà, il y a des places à prendre là et vas-y, donc je postule. Ok. Je postule et j'ai l'entretien. Je suis pris. Les entretiens, ça se passe avec de la technique aussi ou on regarde ton... Là, c'est l'entretien avec la démo, puis après, c'est un appel, c'est une visio. D'accord. Voilà, c'est tout le processus. Et puis là, il faut faire un choix. C'est on quitte tout. Donc, j'étais bien en Californie, j'étais dans la Silicon Valley. Je venais de devenir lead sur Madagascar 2. Enfin, j'avais voilà. Tout était une autoroute, quoi. Voilà, l'autoroute. Et puis, il y a ce nouveau challenge qui arrive. Et je me dis, je peux pas passer à côté. Voilà. Et effectivement, j'arrive. Donc, on débarque à Wellington avec femme et enfant. Quand je découvre les images d'Avatar, je me dis, c'est pas possible. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà ça remonte, le premier Avatar, c'était il y a... 2009, la sortie. Tu te rends compte? Ouais. Et ça a mis une claque à tout le monde. Donc quand tu as vu les images, tu t'es dit, je veux un S. En fait, je comprends qu'il y a un truc qui va contribuer à établir une milestone dans l'histoire du cinéma, des effets spéciaux. Voilà, tout simplement. Pas plus, pas moins. Ouais. Mais c'était crucial, quoi. Voilà. Et là, je rencontre des gens extraordinaires. Surtout qu'au lighting, ils ont fait un boulot, mais monstrueux, quoi. Ouais, c'était... Vous avez fait un boulot. Non, moi, je suis juste lighter, là, à l'époque. Ouais. Franchement, il y a des gens qui ont mis en place des outils de dingue. Après, c'était ultra archaïque. Faut imaginer que je n'ai jamais vu une scène dans Maya avec la forêt. Je travaillais qu'avec des bounding box, quoi, que des cubes primitifs qui représentaient la forêt. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il fallait se projeter, quand même. Hein. Ouais. Et donc, on générait... des séquences, ça partait sur les render farms. Rien que pour moi, j'avais 600 et quelques blades qui généraient des calculs pour que moi je puisse faire mon line test. Weta avait atteint le seuil de la sécurité nationale en termes d'infrastructure. Ah bon? Oui. Ah, c'est marrant ça. On ne pouvait pas rentrer dans le data center sans avoir des casques et tout parce que c'était n'importe quoi. Enfin, oh la vache! Ouais. Il y avait un refroidissement liquide, il y avait des câbles qui passaient sous la mer pour aller en Australie. Enfin, c'était un truc de fou. Hein. Oh, c'est génial. Démentiel. On sentait qu'ils étaient vraiment sur le edge. C'est le truc, c'est la ville dans la ville. C'est-à-dire Wellington, c'est 250 000 habitants, 250 pubs et Weta. C'est clair, c'est ça. Puis un peu les All Blacks qui sont pas très loin. Les All Blacks, le stade mythique et tout. Ouais, voilà, le truc, une expérience de vie extraordinaire. Ouais. Voilà. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, James Cameron, Avatar. J'étais voisin avec Guillermo del Toro qui devait faire le Hobbit. Il y avait, Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Citrus Software qui édite le logiciel d'animation en 3D temps réel Tangerine et le logiciel de gestion de production Yuzu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. La vie simple. Ah oui, ils sont très relax. On est pieds nus au boulot. Moi, j'ai des claquettes toute l'année. D'ailleurs, quand je suis rentré, je me suis fait chambrer un paquet de fois parce que j'étais en short claquette toute l'année et j'arrivais pas à m'habituer. Ouais, t'étais la culture j'étais acclimaté en fait. 5 ans entre la Californie et la Nouvelle-Zélande et après Montpellier. J'ai eu du mal, enfin, ça m'a pris du temps à m'acclimater. Et c'est pour ça que tu as voulu recréer un peu cette ambiance en quelque sorte avec... De toute façon, c'est simple. Moi, les copains m'ont dit, Olivier, t'es expat, c'est pour la vie. Ouais.
La seule chose qui te fera rester dans ton pays, c'est que tu vas recréer ton écosystème. Ouais. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Toujours. Et un truc international, avec les règles que toi tu as connues là-bas. D'où le nom. Dwarf et pas un nom Frenchy. Je voulais juste pouvoir attirer dans la culture. Je voulais créer cette culture internationale. Donc ça a été ma direction depuis le premier jour, en fait. Et les talents, tu les trouves en France? Oui, bien sûr. Excellent. Bien sûr, en France, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. J'aime le côté international. Au boulot, tous les claviers de Dwarf sont QWERTY. Ils sont en QWERTY. Ah, c'est marrant. Pourquoi? Parce que le code natif... Moi aussi, j'ai gardé du QWERTY. Parce que, tout simplement, c'est plus intuitif qu'un clavier AZERTY. Ouais. Les logiciels ont été créés avec des philosophies et des codes qui utilisent le layout du QWERTY. Donc, c'est beaucoup plus intuitif de travailler en QWERTY que de travailler en AZERTY. Et tous nos wikis... Mais tous ces petits détails... C'est du détail, mais voilà. Là, et je voulais toujours me dire qu'un espagnol, un italien, un anglais, peu importe, quelqu'un qui arrive chez Dwarf, il ne se sent pas perdu avec un AZERTY ou avec des wikis en français. Tout est en anglais, en fait. D'accord. Toute la doc et tout est en anglais. Tout est en anglais. Ouais, okay. Voilà. On est international, donc c'est anglais. La langue officielle internationale, c'est anglais. Ah, c'est marrant. Voilà. Donc c'est ce petit truc. Par contre, sur mon site, vous pouvez aller voir, il y a le petit stamp avec marqué Made in France. Il y a la fierté et Cocorico, par contre. Ah bah oui, Cocorico. Voilà. Et puis, il y a aussi le marché qui vient chercher ce savoir-faire. Tout à fait. Tout à fait. Non, bah, super. En tout cas, c'est très inspirant sur ce bord-là de l'entrepreneuriat. Côté nouvelle production, vous avez annoncé à Annecy... la collaboration avec Media One Kids and Family. Oui. On les avait reçus il n'y a pas si longtemps, notamment le producteur de ce film magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Là, voilà, ça fait quelques mois qu'on est en production. Ouais. Et c'est une aventure extraordinaire. Voilà, ça y est, pour nous, là, c'est une concrétisation. Hein, c'est 15 ans de travail. On a démarré dans la publicité, on est passé à la série, on a fait nos armes, on a développé toutes nos valeurs, tous les process, toute cette culture de l'image. Et aujourd'hui, on la concrétise avec ce film. Donc voilà, c'est une super aventure qui démarre. Et on est très très fiers de cette collaboration avec Media One. Comment s'appelle-t-il le directeur? Lino Di Salvo. Lino Di Salvo qui extraordinaire. Extraordinaire. C'était le directeur d'animation de Frozen. Frozen, tout à fait. Il est très fort. C'est une très très belle personne. Un talent extraordinaire et d'un partage. En fait, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on est, donc c'est ça va représenter combien de personnes à la fabrication, du coup, là, vous êtes... Au pic, ça va être une centaine de personnes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une moyenne de 80 personnes, voilà, sur la production. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que vous faites une minute d'animation pour convaincre? Comment ça se passe dans les relations comme ça avec producteurs, fabricants? Non, là, sur ce coup-là, alors sur ce projet-là, d'habitude, oui. Ouais. D'habitude, on fait énormément de bids, on répond à des appels d'offres classiques. Voilà, on fait les tests d'animation. En parallèle, on travaille le budget pour être en cohésion avec ce qu'on présente, pour pas être off et que quand on fait un bid, on montre ce qu'on chiffre, quoi, en fait. Hein, donc ça, c'est super important. Là, pour le coup, c'est Lino qui est venu me chercher. Il m'a contacté sur LinkedIn directement après avoir vu ma dette de Bounty Hunter, en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est suite à ça. On n'a même pas fait de bid. Ça a été vraiment de l'interview. D'accord. J'ai passé mes interviews. Avec lui directement. Voilà. Ok. Voilà. Et bien sûr, avec la prod, avec Emmanuel Jacomet. Voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à toi et même toi, en fait, qui aurait 20 ans et qui démarre dans l'animation, ou est-ce que tu as pris toutes les trajectoires que tu voulais prendre, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais remettre en question? En fait, c'est super que tu me poses cette question parce que je l'entends souvent, une interview aux autres, et moi je me dis, mais qu'est-ce que tu répondrais? C'est le moment. Voilà, c'est le moment. En fait, je ne spoilerai pas l'avenir. Je laisserai faire tout ce que j'ai fait parce que je regrette absolument rien. D'accord. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et pas spoiler l'avenir, c'est-à-dire, en gros, pas trop se projeter, en fait. Non. Saisir les opportunités, un peu comme tu as fait. Non, je pense que je crois à l'intuition. Moi, j'ai toujours suivi mon intuition, en fait. C'est ce qu'appelleraient les Américains le gut feeling. Ouais, gut feeling, ouais. Voilà. Donc j'ai confiance, en fait, en mon intuition. Et jamais, en avançant, tu te dis, je me suis gouré là. Oui, mais on apprend de nos erreurs. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de problème, en fait. Que des leçons, en fait. On grandit de nos erreurs. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je ne voudrais pas spoiler parce qu'en fait, c'est ce qui me fait aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu. Donc il n'y a pas de problème. Et les expériences qui arrivent continueront à te faire pour l'avenir. Et voilà. Et je ne voudrais pas qu'on me dise derrière, tu vas faire ça, ça, ça ou ça. Je ne voudrais pas le savoir. D'accord. Par rapport à Dwarf, aujourd'hui, donc vous faites pas mal de fabrication pour le compte d'autres producteurs. Oui. Est-ce que
Dwarf a un jour vocation à créer ses propres IP. Ah, la réponse a été rapide. Direct. Ah oui, d'accord. Donc, c'est quelque chose que tu souhaiterais pour le studio, quoi. À la base, égoïstement, je voulais mon studio pour faire mes dessins animés. D'accord. Bah oui, mais ça commence par là, en général. À la base. Sauf que je n'ai jamais réussi à le faire. Ouais, ok. Pourquoi ? Parce que l'ambition étant là, la qualité qu'on vise, les moyens, l'investissement, la R&D, à un moment donné, il faut que ça tourne la boîte. Donc, le service work, la production de services fait qu'aujourd'hui, ça te permet de nourrir la machine et d'avoir de l'essence pour avancer, quoi. Voilà, ça tout simplement. Et maintenant, Dwarf arrive à un équilibre là, qui me permet tranquillement de réfléchir à mes projets ou aux projets sur lesquels Dwarf peut avoir vraiment un input créatif beaucoup plus prononcé. C'est-à-dire qu'on va être très en amont, en coproduction ou en création originale. D'accord. Voilà, donc là, il y a des productions qui sont en développement. En développement, ok. Voilà, et... Interne à Dwarf ou avec des coproducteurs potentiels ? Pour l'instant, c'est interne à Dwarf. Ok, super. Des adaptations, des créations totalement originales ? Cette première création-là, c'est une création originale. D'accord. Et elle a l'ambition d'être un produit 360. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, donc j'ai pris une option d'un concept qui s'appelle Plastic Land. Ok. Donc le 7e continent de plastique. D'accord. Voilà. Par rapport à un sujet qui est quand même assez actuel. Ultra d'actualité. Ouais. Et je suis tombé amoureux du concept que les auteurs No Joke, basés à Toulon, ont créé. En 2D à la base, ils ont créé ça. C'est un copain animateur qui prenait la retraite et qui m'a dit « Olivier, moi je me casse là, mais par contre il faut que tu parles à Jeff. Il y a un truc et je pense que ça correspond à Dwarf. » Ouais. Moi, j'ai écouté Pascal et on s'est rencontré avec Jeff l'année dernière à Annecy. D'accord. Et là, à Annecy, on a présenté un huis clos, un proof of concept de l'interprétation 3D de l'univers 2D. Et on a de très, 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 très bons retours. Donc, il y a des discussions qui se prolongent et donc c'est plutôt très cool. Oh, cool. Et en parallèle de ça, voilà, il y a un jeu vidéo. C'est tout un univers, en fait. Vraiment 360, c'est pensé... 360. Ok. Voilà. La création des IP vient avec le Hub Créatif Sud de France. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Parce que toi, quand tu as lancé Dwarf, tu avais des premiers investisseurs qui t'ont suivi et ils ont fait confiance à la personne que tu es et ton track record. Ouais. Ensuite... Dwarf a évolué. Tout à fait. Après quelques années, tu t'es dit, là, il me faut plus de moyens pour aller plus loin, c'est ça ? Pas plus de moyens, il me faut des bonnes personnes, il me faut les bons partenaires. D'accord. Et donc, du coup, l'opportunité, tout arrive pour une raison. Ça, c'est autre chose en quoi je crois beaucoup et qui me fait que tout va bien. Parce que tout arrive pour une raison. D'accord. Donc... il n'y a pas de hasard, tu veux dire ? Il n'y a pas de hasard. Ok. Ça peut être le hasard, mais ça arrive quand même pour une raison. Ok. Voilà. La chance, c'est le travail qui rencontre l'opportunité. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, du fait, tout ça, c'est un peu le truc. Donc du coup, mes actionnaires historiques sortant, je fais les tours de table, je rencontre pas mal de gens, et puis au final, le meilleur partenaire que je sens, c'est avec qui tout fit, c'est France Télévisions Studio. D'accord. Basé à Montpellier, magnifique studio de tournage, ils font du live, et en fait, ils ont leur série. Ils ont leur série, ils ont leur quotidienne, et puis ils font plein de choses, et puis là, ils sont en train de pousser le studio virtuel, donc à fond sur la convergence des industries, que ce soit le jeu, la fiction, effets spéciaux et l'animation. Donc France TV Studio m'a convaincu en fait du coup de rejoindre le groupe. Ok. Et donc moi on va dire que ça m'a permis d'asseoir la vision de Dwarf, de vraiment établir Dwarf en tant que hub créatif. D'accord. Donc hub créatif, c'est vraiment la capacité à attirer des talents, des créateurs, des producteurs et puis partenaires de tous bords, internationaux ou nationaux, sous un même toit en fait. Et donc un univers, un lieu dédié à la création et avec les moyens des ambitions, avec les technologies et avec la synergie que les projets peuvent apporter aux autres. Et c'est un peu une idée californienne en quelque sorte, hein. C'est vraiment sous un toit avoir tous ces créatifs qui échangent des idées et c'est souvent comme ça que tu crées des étincelles, quoi. Exactement. Ou que tu t'élèves vers le haut en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu le modèle en fait à Netflix avec leur bâtiment et sur tous les étages il y avait des créateurs. My Dad, c'est passé comme ça, Trash Truck, il y avait Guillermo del Toro, il y avait Guiterres,
avec le projet Maya. Ouais, la proximité des gens, quoi, c'est ça. Et c'est rien de mieux. C'est ce que je rêve pour Dwarf, là. Voilà, c'est vraiment, si on doit faire... Voilà, l'avenir, c'est ça. Et donc là-dedans, humblement, j'essaie d'apporter ma pierre créative, avec des projets que je porte ou que j'initie. Okay. Voilà, c'est un peu le D'accord. Donc c'est une deuxième étape finalement là. C'est le nouveau chapitre. Nouveau chapitre pour Dwarf. Voilà. Ok, excellent. Quel est ton regard aujourd'hui sur l'animation 3D française? Parce que tu as quand même une exigence d'avoir une image très élégante, subtile, le lighting, n'en parlons pas. Enfin, c'est toujours très, très, très poussé, quoi. Tu as un regard particulier sur l'animation française? Est-ce qu'on pousse pas suffisamment les potards? Ou est-ce qu'on est trop sage? Ou est-ce que... Non, je crois qu'en France, on a la chance d'avoir tous les niveaux, en fait. Quand je dis tous les niveaux, c'est qu'on est capable de répondre à toutes les exigences. Voilà, la fierté d'avoir des gens comme Fortiche qui ont fait Arcane, c'est juste exceptionnel. Ouais. La chance d'avoir MacGuff, moi c'était le Big Brother à l'époque. Moi, MacGuff, ça a été mon modèle pendant des années. Et puis de voir ce qu'ils ont fait avec Illumination... c'est juste extraordinaire. Donc, le savoir-faire de Xilam, enfin, voilà, c'est exceptionnel. Et ouais, tu es assez fier finalement du tissu d'acteurs français. Tout à fait. Et puis après, chaque studio va positionner le curseur qualité en fonction d'un budget, d'une cible et d'un marché. Donc voilà, et je me suis toujours bataillé pour essayer de positionner Dwarf sur un marché premium. Ouais. Voilà, donc haut de gamme, qualité, quoi. Haut de gamme, mais ça passe par l'investissement dans le studio en amont. Ça coûte, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Faut pas, c'est pas juste je prends une suite d'outils out of the shelf, voilà, que on fait du premium. Ça passe par un investissement très lourd en back-office, avec de la R&D, avec des outils, avec de la sécurité. Et vous êtes connu pour ça, pour avoir un tronc très solide, en fait, sur la technique. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce bouleversement qui traverse l'industrie avec l'IA. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas inclure dans ton pipeline? Est-ce que c'est... Je pense qu'il faut l'embrasser. On n'a pas le choix. De toute façon, il faut. Voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup de veille. Avec François, notre CTO, qui lui déjà nous a amené à la transition au temps réel. Ouais. Donc déjà pour nous, rien que le linéaire précalculé au temps réel parallélisé, ça a été un premier bouleversement technologique. Voilà. Et tout ça en lien avec toute l'infrastructure. Parce que voilà, on est cloud native aujourd'hui, on a fait toute la transition où, pour faire simple, le hardware et le software sont synchronisés et voilà, on a opéré ce move. Sur l'impulsion de votre CTO, quoi. Voilà, sur l'impulsion de notre CTO. Et aujourd'hui, François, il fait de la veille quotidienne. Ouais. C'est vraiment quotidienne sur l'IA. D'accord. Voilà. On s'essaye aussi au machine learning en interne, avec nos propres serveurs. Avec vos data à vous. Pour comprendre comment ça marche et pour comprendre comment ça pourrait nous aider. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui peuvent fluidifier. Ou, par exemple, je prends l'exemple pour l'animation. Bientôt, on sera capable d'avoir les animateurs qui font le blocking, donc les pauses. Ouais. Et toutes les interps se feront en IA. En IA. Voilà, c'est pas ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais on voit... ça, c'est fabuleux aussi. On voit des choses se profiler comme ça. D'accord. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas de cas d'étude bien concret. Je ne vais pas parler des chats GPT et tout ça, mais en tout cas, sur les process de production, il y a de l'IA partout. Ça peut aider à aider en fait, les artistes eux-mêmes à mieux travailler, quoi. C'est ça. Maintenant, ça va peut-être aider en tout cas, nous, comme on voit, dès qu'on a un gain technologique, on essaie de le retranscrire à l'image. Okay. Donc ça veut dire que c'est réinvesti. In fine, c'est pour le spectateur, quoi. C'est pour le spectateur. Ouais. C'est bien, c'est une bonne philosophie. Comme ça, vous ne faites pas d'inclure de l'IA pour l'IA, quoi. C'est vraiment. Non. À part les inspirations des personnes que tu as croisées dans ta vie à l'étranger, est-ce qu'il y a des Madeleine de Proust ou des films, des séries qui te ramènent à l'enfance, qui te font continuer à rêver vers où est-ce que tu vas amener Dwarf, quoi. Les idées créatives viennent au fur et à mesure des rencontres. Aujourd'hui, dire que j'ai
Une Madeleine de Proust, on va dire que je discute, c'est rigolo, je discute avec différents partenaires qui ont des idées et qui vont me proposer une marque, une IP qui est en ce moment éteinte, qui va m'éveiller. Je ne vais pas la dire parce que je ne veux pas me la faire piquer. D'accord, ok, très bien. Mais par exemple... qui nous vient du passé, en fait. Qui vient du passé. D'accord, très bien. Qui vient du passé. Et pourquoi pas, quoi. Et pourquoi pas, je me dis. Ouais. Mais c'est dans la veine Snoopy. D'accord. Ah oui, c'est cette génération-là. D'accord. Donc quand je vois ça, et je prends l'exemple de ce qu'a fait Blue Sky sur le film, là, ça a été pour moi une claque monumentale. Ouais, j'ai adoré l'interprétation de Snoopy qu'ils ont fait. Ouais. Parce que voilà, c'est un hommage parfait au truc. Parfait. Qui en plus c'était un succès, etc. Voilà. Ouais. Et donc là, ça t'inspire, ça. Typiquement, on m'a proposé une IP. Et je vais pas le dire parce que. Ouais, très bien, tu l'utilises bien, c'est parfait. mais voilà, c'est le genre de Madeleine de Proust que j'adorerais. Et là, pourquoi pas le développer en long métrage alors. Ah ben pourquoi pas. Ah oui. Tout est possible. Ça serait peut-être la première. Peut-être. Le premier essai de Dwarf dans ce domaine-là. Peut-être. Super. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur The Anima Show, Olivier. On a passé un super moment. Mais merci à toi, je me suis régalé. Ouais, l'impression d'être en Californie / Montpellier. Voilà, le cadre est super. Ouais. Et puis, bonne continuation avec le studio, merci plein de bonnes choses, et merci d'être venu encore. Merci à toi.